Bonjour, je m'appelle Antoine Brett, je suis physicien et je vais vous parler d'un thème qui fait couler pas mal d'encre dans le débat science et foi, il s'agit du Big Bang. Alors voici ce que je vais vous dire. Pour commencer, je vais probablement vous surprendre, parce que je vais vous parler de l'histoire de la recherche des sources du Nil. Alors pourquoi? Parce que je pense que c'est un très bon exemple de la manière dont s'établit un consensus en science, qui est finalement une histoire de bon sens. De la manière dont au début il y a diverses hypothèses concurrentes, et puis finalement on se décante pour une solution. Et puis ensuite on attaquera proprement dit le Big Bang. Donc la partie numéro 2, je vous parlerai des soupçons et puis des confirmations qui ont mené à l'idée du Big Bang. Dans la troisième partie, je vous parlerai des alternatives crédibles qui ont été mises en avant, et puis finalement abandonnées lors de l'élaboration de cette théorie. Et puis dans la partie 4, j'aborderai le thème science et foi. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle « Et le débat science et foi dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ?» Donc je commence par les sources du Nil. Et ce qu'on va voir dans l'histoire de la recherche des sources du Nil, c'est que d'abord il y a eu une controverse, des hypothèses concurrentes, et puis finalement on est arrivé à un consensus. Alors, on commence en moins 320, avec Alexandre le Grand, qui, comme on le sait, est allé jusqu'à l'Indus dans toutes ses conquêtes. Et en découvrant l'Indus, chose surprenante, il pensait avoir découvert les sources du Nil. Donc vous voyez qu'il y a 2300 ou 400 ans, on cherchait déjà les sources du Nil. Et l'une des premières idées, c'était peut-être qu'elles sont en Inde. Ça, c'est pour vous montrer que ça fait très très longtemps qu'on se préoccupe de ces sources. Donc ça, c'est un poète romain qui s'appelait Lucain, qui a écrit en 60, au sujet du Nil évidemment, « Fleuve mystérieux, la fable même n'ose parler de ton origine. La nature a jeté sur ta source un voile qu'elle n'a permis à aucun peuple de lever. » Donc vous voyez, ça fait plus de 2000 ans que c'est une préoccupation. Là, on passe au IIe siècle, avec Ptolémée. Et Ptolémée est peut-être celui qui, le premier, s'approche le plus de la réalité, puisqu'il place les sources du Nil au sud, dans d'hypothétiques montagnes de la Lune. Vous voyez que sur cette carte, la mer Rouge, elle a une tête un peu bizarre. Mais bon, il met les montagnes de la Lune comme source du Nil. Il se dit, tous les fleuves sortent de montagnes, donc pourquoi pas celui-là. Cette hypothèse, intéressant, hein, l'hypothèse de l'Inde comme source du Nil, vous voyez qu'elle a perduré jusqu'au VIe siècle, puisqu'on a cet historien Procope de Césarée qui écrit « Le Nil coule de l'Inde jusqu'en Égypte ». Donc vous voyez que cette hypothèse d'Alexandre le Grand, finalement, elle a duré au moins à peu près 1000 ans. Ici, donc là, tout d'un coup, je saute pas mal de siècles. On arrive en 1541. Donc là, vous avez une carte de l'époque. Donc vous voyez une partie du Nil qui descend vers le sud, vers les montagnes de la Lune, d'accord, donc de Ptolémée. Et puis vous voyez quelque chose d'intéressant, il y a un bras du Nil qui va vers l'ouest. Ce bras du Nil qui va vers l'ouest, on le retrouve sur cette carte de 1633, donc à peu près un siècle plus tard. Donc sur cette carte, il y a toujours l'hypothèse source vers le sud, mais il y a aussi un bout qui va vers l'ouest. Alors d'où viennent ces bras du Nil qui vont vers l'ouest? Ils viennent d'une hypothèse qui avait été mise en avant par Juba II, roi de Maurétanie, attention, pas Mauritanie, Maurétanie, donc l'actuel Maroc et Algérie, vous voyez, il est du 1er siècle, qui pensait que la source du Nil était dans les montagnes de l'Atlas. Donc de nouveau, je cherche les sources d'un fleuve dans une montagne, dans l'Atlas il y a des montagnes, donc elles sont peut-être là. Et puis là vous avez une carte de 1819, alors vous voyez les montagnes de la Lune au sud sont toujours là, mais l'hypothèse Afrique de l'Ouest a été abandonnée. On ne voit plus le bras du Nil qui part vers l'Afrique de l'Ouest. Et puis, comme on le sait, là on arrive au 19e siècle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'anglais John Speke, en 1858, va vers le sud, peut-être pour trouver les montagnes de la Lune, et en fait il trouve le lac Victoria. Et il se dit, évidemment, ça ferait une très bonne source pour le Nil. Mais, et ça c'est un peu de nouveau sens commun, on veut vérifier. On ne va pas juste se fier sur une découverte. Et c'est pour ça qu'en 1875, Henry Stanley est envoyé dans une autre expédition et vérifie que Speke a le lac Victoria est bien effectivement là où Speke l'avait trouvé. Et c'est pendant cette célèbre expédition que Stanley rencontre Livingstone et déclare le très british « Dr. Livingstone, I presume ».
Et donc vous voyez, là on est au 19e siècle, deuxième partie du 19e siècle, et ça y est, le consensus est établi. Vous avez à gauche une carte de 1908, et franchement, presque tout y est, quoi. Le lac Victoria est au sud, et on est bien. Et je vous ai mis à droite une carte récente de 2019, et franchement, c'est quasiment la même chose. Donc, c'est intéressant finalement de résumer un petit peu l'histoire. Est-ce que, pour arriver à trouver les sources, les géographes se sont dit on en a vraiment marre de cette recherche, on décide et puis voilà? Ben évidemment non. Personne ne va imaginer qu'à un moment on soit dit ça, pourtant ça a duré 2000 ans, plus de 2000 ans. Il y a eu des hypothèses concurrentes. Est-ce que c'est en Inde? Est-ce que c'est dans les mondes de la Lune? Est-ce que c'est dans l'Atlas? Il y a eu des controverses, certainement. Une découverte ne suffit pas, ça est de spec, il fallait confirmation. Et puis finalement, on est arrivé à un consensus. Ben, les sources du Nil, c'est le lac Victoria. Chose très intéressante, on arrive au consensus à la fin du 19e siècle, bien avant qu'il y ait des photos satellites, d'accord? Google Maps et tout ça, et bien avant également que quelqu'un ne navigue le Nil depuis le lac Victoria jusqu'à Alexandrie. Ça, chose curieuse, c'est arrivé pour la première fois qu'en 2004, vous voyez. Donc le consensus est arrivé bien avant qu'on puisse vérifier de visu directement, je dirais. Eh bien, pour le Big Bang, c'est pareil. C'est très similaire. Donc maintenant, je commence à parler du Big Bang, d'accord? Donc Big Bang, soupçon et confirmation. Donc pour commencer, un rappel très important. Ça, c'est une définition que j'ai prise sur le site web de la NASA. Selon la théorie du Big Bang, l'univers était très chaud et dense dans un passé lointain. Il est depuis en expansion et se refroidit. J'attire votre attention, et on y reviendra, sur le fait qu'ici, on ne parle pas de commencement, d'accord? On parle d'une phase dense et chaude par laquelle est passé l'univers il y a très longtemps, quelques 13 ou 14 milliards d'années. Donc ça, c'était un rappel important. Maintenant, d'où sont venus les soupçons du Big Bang? Comment est née finalement cette théorie? Elle est née, je dirais, de deux sources. Premièrement, la relativité générale d'Einstein, et deuxièmement, l'observation de l'expansion par Hubble en 1929. Alors, je commence par Einstein, et en fait, je commence par Newton. Newton, au XVIIe siècle, écrit sa théorie de gravitation universelle. Donc pour lui, l'espace, c'est un petit peu comme la scène d'un théâtre qui est immuable, qui ne change pas dans le temps, etc. etc. Le Soleil exerce une force sur la Terre, et c'est pour ça que la Terre tourne autour. D'accord? Mais l'espace est donné, et il est immutable. Ici, j'ai écrit plat et fixe. Et puis arrive Einstein en 1915, et avec Einstein, la grande révolution, c'est que l'espace, il est courbe et dynamique. C'est-à-dire que l'espace devient... C'est plus la scène du théâtre, ça devient un acteur aussi. L'espace devient un objet physique, comme les autres. Et donc, si jamais l'espace était bidimensionnel, comme une nappe, comme ça, vous mettez le Soleil au milieu, ça fait un creux, d'accord? Et la Terre, pour aller d'un côté à l'autre, elle choisit le chemin le plus court, c'est-à-dire elle fait le tour. Parce que passer par le milieu, ça ralentit. Mais le point important ici, c'est que l'espace devient malléable. Donc ça, c'est, je dirais, l'essentiel de la théorie de relativité générale d'Einstein. Et dès les années 20, alors il y a 4 compères, Friedman, Lemaître, Robertson et Walker, indépendamment les uns des autres. À l'époque, l'information scientifique circulait pas instantanément, qui ont l'idée d'appliquer la théorie d'Einstein à l'univers tout entier. Et puis, ces 4-là, donc indépendamment, trouvent ces genres de solutions. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Peut-être que vous savez qu'en mathématiques, parfois les équations vous donnent une solution, mais parfois 2, parfois 3, parfois 4. Et ici, les équations d'Einstein, appliquées à l'ensemble de l'univers, donnent 2 types de solutions. Et ces 2 types de solutions, on peut les classifier en fonction de la manière dont la distance entre 2 points évolue avec le temps. Alors, premier type de solution, la verte, là, si la densité de l'univers est inférieure à une valeur critique, que vous donnent les équations d'Einstein, 2 points vont s'éloigner indéfiniment l'un de l'autre. D'accord? Maintenant, si sa densité est supérieure à une valeur critique, 2 points vont s'éloigner et puis ils vont se rapprocher l'un de l'autre jusqu'à se toucher. OK? Et chose très importante, dans la phase de croissance que les 2 solutions ont au début, la vitesse de récession de 2 points est proportionnelle à leur distance. Donc plus on est loin, plus on s'éloigne vite. Et ça, c'est très important parce que vous voyez que c'est l'embryon de la loi de Hubble. Enfin d'ailleurs, c'est la loi de Hubble.
Donc voilà, ça c'est Lemaître et compagnie qui donne ça depuis la théorie d'Einstein. Et l'illustration suivante est très bonne, c'est pas moi qui l'ai inventée. Si notre univers c'était la surface de ce ballon, eh ben vous voyez que le ballon gonfle. Et donc 2 points de l'univers, les 2 points blancs s'éloignent l'un de l'autre, pas parce qu'ils bougent, mais parce que le ballon lui-même gonfle. D'accord ? Donc ça c'est l'image qu'il faut avoir en tête. Très bien, donc on vient de voir ce que la théorie d'Einstein appliquée à l'univers dans son ensemble donné. Et puis là, on arrive en 1929 avec la célèbre observation de Hubble. Donc Hubble, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais mesurer la distance de pas mal d'étoiles, vous voyez, il y en a quelques dizaines, la distance à la Terre, et puis je vais mesurer aussi à quelle vitesse elles s'éloignent. Et puis je vais faire un graphe avec ça. Et ce qui est intéressant, vous voyez sur ce graphe, c'est que c'est le concept finalement. Parce que vous voyez, le graphe, il n'est pas très précis. Il y a peut-être 20 étoiles là-dessus, ou 20 ou 30, pas beaucoup. Vous voyez qu'effectivement, il a tracé des lignes de tendance, mais ce n'est pas que tous les points sont exactement dessus, donc il y a une dispersion assez remarquable autour. Mais ceci dit, la tendance générale est assez évidente. Pour la petite histoire, hein, même dans son échelle de distance, il s'est trompé d'un facteur 7. Mais la raison pour laquelle ça, c'est resté dans l'histoire, c'est que finalement, qualitativement, on se dit, tiens, on dirait bien qu'effectivement l'univers est en expansion. Alors que vous sachiez, voilà un graphe que j'ai pris d'un article qui a été écrit en 2014. Cette fois-ci, l'échelle de distance est correcte. Elle est beaucoup plus ample que ce qu'avait fait Hubble avant. Vous avez des milliers d'objets célestes ici, et vous voyez que ça s'ajuste très bien à la courbe. Et donc là, on mesure effectivement de manière observationnelle une proportionnalité entre la vitesse d'éloignement d'une étoile ou d'une galaxie, etc., et puis la distance à laquelle elle se trouve. Et la coefficient de proportionnalité, c'est la fameuse constante de Hubble. Donc, bien évidemment, les gens se sont dit, en voyant Hubble, est-ce qu'on ne serait pas quelque part par là? C'est-à-dire, indépendamment de si on est sur la solution verte ou la solution bleue, peut-être qu'on est dans la vraie vie, dans le vrai monde, dans cette phase d'expansion initiale des deux solutions. Donc voilà, ça c'est les soupçons. Alors c'est intéressant de faire un peu l'état des lieux de la conception, je dirais, de la cosmologie en 1930. En 1915, par exemple, pour quelqu'un comme Einstein, l'univers était statique et éternel. Là, vous avez une citation d'Einstein, quelque chose qu'il a écrit rétrospectivement, qu'il a écrit en 1945, en parlant de ses conceptions rétrospectives. Et il dit, mes considérations initiales, c'est-à-dire celles de 1917, sur le sujet reposaient sur 2 hypothèses. La première, je vous la passe. Et la deuxième, la taille de l'univers ne dépendait pas du temps. Donc vous voyez, on vient de là, je dirais. L'expansion de l'univers veut dire évidemment qu'il est dynamique. Vous avez vu, le ballon, il gonfle, d'accord? Le ballon, il n'est pas statique. Il faut savoir que la relativité générale peut aussi décrire un univers statique. Et donc est née la controverse, d'accord? Et l'univers, est-ce qu'il est statique ou est-ce qu'il est dynamique? Alors Einstein a pris le parti de l'univers dynamique en 1931, mais le débat allait durer pas mal de temps, je dirais, jusqu'à ce qu'on vérifie, cette hypothèse de l'univers dynamique. Et donc là, j'arrive aux confirmations du Big Bang. Donc on a vu l'expansion de l'univers qui est une observation, on a vu la relativité générale qui peut tout à fait décrire une expansion, et puis à partir de ça, qu'est-ce qu'on a? Alors à partir de ça, pour comprendre, je dirais, ce qui vient à partir de là, il faut que je fasse un bref rappel, d'accord? La matière qu'on voit autour de nous, elle est faite de molécules. Les molécules, ils sont faits d'atomes. Et puis les atomes, il y a un noyau au milieu avec des électrons qui tournent autour. Alors là, je vous ai représenté un atome d'hélium, pas du tout à l'échelle, évidemment. Donc dans le noyau, vous avez 2 protons et 2 neutrons, et puis vous avez 2 électrons qui tournent autour. Et puis à leur tour, c'est un peu comme des poupées russes, hein. À leur tour, les neutrons, ils sont faits de quarks, et les protons, ils sont faits aussi de quarks, d'accord? Et qu'on sache pour le moment, les poupées russes s'arrêtent là. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Alors maintenant, quelle a été la stratégie, je dirais, pour confirmer ces soupçons du Big Bang? À chaque fois, c'est la même chose. On passe le film de l'univers à l'envers, parce qu'on se dit, l'univers, il est en expansion, donc je passe le film à l'envers. À l'envers, il se contracte. Il se contracte, il se contracte, il se contracte. Donc vous voyez, le trait jaune, c'est la distance entre 2 points devient de plus en plus petite, plus en plus petite, plus en plus petite. Quand on compresse quelque chose, sa densité augmente et sa température augmente. Donc vous voyez, si vous remontez dans le temps,
la densité et la température vont augmenter, et la distance entre 2 points devient de plus en plus petite. Et puis, à chaque étape, je dirais, de ce film passé à l'envers, on essaie de se dire, selon la physique connue, il a dû se passer ça, qui a laissé telle trace observable aujourd'hui. Et ça, c'est, je dirais, le b.a.-ba de la stratégie. Essayer de trouver dans le passé des choses qui ont dû se produire selon le scénario du Big Bang et qui ont laissé des traces qu'on peut observer aujourd'hui, qualitativement et aussi quantitativement, si possible. Et maintenant, il y a quelque chose de très très important qu'il faut que je vous dise. Toutes les lois de la nature qu'on connaît, elles ont leurs limites. D'accord ? La relativité générale, y compris. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais on sait tout à fait que si jamais la densité devient trop grande, la relativité générale cesse d'être valable. On ne peut plus lui faire confiance. Et donc, vous voyez, quand on passe le film de l'univers à l'envers, comme ça, il y a un moment où la densité devient tellement énorme que la relativité générale nous dit « Attention, là, il ne faut plus me croire. À partir de là, je ne suis plus crédible. » Ce qui fait qu'à partir d'un certain moment dans le passé, eh ben, c'est le trou noir. Enfin, pas le trou noir au sens, excusez-moi, physique, c'est plutôt l'inconnu, d'accord ? On ne sait pas ce qui s'est passé parce que dans cette zone, tout au début, on arrive à un moment, enfin tout au début, non, on ne sait pas si c'est le début. Quand on repasse le film à l'envers, on arrive à un moment au-delà duquel on ne peut plus passer le film à l'envers parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Parce que les lois de la physique qu'on connaît ne marchent plus. Donc ça, c'est très important parce que j'y reviendrai, mais c'est ce qui fait qu'on ne sait pas si l'univers a eu un commencement ou pas. Donc, une fois qu'on a passé le film à l'envers comme ça, qu'on a essayé de reconstituer tout ce qui a dû se passer et quelles traces ça a dû laisser aujourd'hui, on repasse le film à l'endroit. D'accord ? Et puis, donc, quand on passe le film à l'endroit, on commence par la première époque que notre physique peut décrire, la physique qu'on connaît, c'est ce qu'on appelle une soupe de quarks. C'est-à-dire, vous vous souvenez, les quarks, c'est ce qui fait les protons et les neutrons. Et là, il fait tellement chaud que les quarks sont libres. Dès qu'il y en a qui veulent s'accoupler pour former un proton, il fait tellement chaud qu'ils sont bousculés et ils repartent dans tous les sens, d'accord ? C'est un petit peu comme essayer de dosser un solo dans un concert de pogo. Ça ne va pas marcher. Donc au début, vous avez des quarks. Juste une soupe de quarks. Et puis l'univers s'étend. En s'étendant, il se refroidit. Et quand il se refroidit, il y a un moment où les quarks arrivent à se coller ensemble et à rester collés ensemble. D'accord ? Et là, vous commencez à fabriquer des protons et des neutrons. Et puis, il fait assez chaud pour que vous puissiez coller 2 protons. Assez chaud, ça veut dire plus de 100 millions de degrés. Si vous avez entendu parler du défi de la fusion thermonucléaire actuelle, c'est exactement ça. Il faut plus de 100 millions de degrés. Donc vous arrivez à coller 2 protons, donc vous fabriquez de l'hydrogène, du deutérium, de l'hélium, du lithium, etc., etc. Pas beaucoup plus que ça d'ailleurs, parce que, pour pas mal de raisons, mais l'une d'elles étant que l'univers continue à s'étendre, continue à se refroidir, et tout d'un coup, il fait trop froid pour pouvoir coller les noyaux ensemble. C'est-à-dire, il fait moins de 100 millions de degrés. Donc là, vous avez une fenêtre, je dirais, quand on la calcule, ça fait 5 minutes, à partir de la soupe de quark, d'accord ? Ça fait 5 minutes pendant lesquelles on fabrique des noyaux. Et donc, la première prédiction, c'est de se dire, je vais calculer l'abondance relative des noyaux fabriqués pendant ces 5 minutes, ok ? Et puis, je vais comparer avec les observations dans le vrai monde. Donc ça, c'est prédiction numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite ? Vous avez ensuite une période qui dure 380 000 ans, où la matière est encore très dense, ce qui fait que la lumière est complètement couplée à la matière. C'est un petit peu comme, si vous voulez, une balle de golf dans une forêt très dense. Elle passe son temps à rebondir sur les arbres. Elle n'arrive pas à s'échapper. Mais l'univers continue à s'étendre, toujours, et donc il y a un moment où la matière va ficher la paix à la lumière. C'est-à-dire il y a un moment où les deux vont se découpler. Là, tout d'un coup, on est dans un terrain de golf où il y a un arbre par-ci par-là. La densité des arbres a beaucoup baissé, et donc la lumière peut suivre son cours. Et les gens se sont dit, toute la lumière qui a été libérée à cette époque-là, elle doit encore être observable aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Donc, prédiction numéro 2, aujourd'hui encore, on doit pouvoir observer ce qu'on a appelé le rayonnement fossile parfois, ou alors le fond diffus cosmologique. Ça doit être observable aujourd'hui. Et à l'époque, les gens avaient fait des prédictions très précises sur la forme mathématique de ce truc-là.
Et donc je vais tout de suite passer à l'observation effectivement du fond diffus cosmologique. Donc vous voyez, imaginez que vous soyez, concrètement, qu'est-ce que c'est mesurer le fond diffus cosmologique, comment ça se représente. Imaginez que vous soyez dans l'espace, et là vous voyez en haut à droite, vous êtes en train d'écouter la radio avec une antenne directionnelle, et où que vous tourniez votre antenne, vous recevez la même émission radio. D'accord ? Maintenant, ce qui est très important, c'est la courbe qui est en bas à gauche. Vous voyez que c'est une courbe de la répartition de ce fond diffus cosmologique en fonction de sa fréquence. Et ce qui avait été prévu théoriquement, ce n'est pas juste que le fond diffus cosmologique il existe, c'est la forme mathématique précise de cette courbe. Donc vous voyez, là, vous avez une équation mathématique. Je promets que c'est la seule avec laquelle je vais vous embêter dans toute la présentation. Mais sans entrer dans les détails, évidemment, dans cette équation mathématique, la seule variable ajustable, c'est le T, là, qui est une température. Tout le reste, c'est juste donné par les lois de la physique. À l'époque, quand on l'avait prévu en 1948, il avait été prévu qu'aujourd'hui, on devrait découvrir ça avec une température de 5 degrés Kelvin. En fait, on l'a découvert avec 3 degrés Kelvin, donc il n'y a pas une différence énorme. Mais une fois que vous mettez le 3, la courbe verte là, que vous avez en dessous des points rouges, la courbe verte, elle est figée. D'accord ? Et ce qui est très impressionnant, si vous voyez les points rouges, c'est des mesures. Et elles collent parfaitement à la prédiction. Donc ça a été découvert en 1964. Chose intéressante, cette courbe-là, elle n'a pas été faite en 1964. En 1964, on a juste découvert ce fond diffus cosmologique et on a pu grossièrement mesurer la courbe que je vous montre et grossièrement évaluer la température. Il n'empêche que ça a été un élément essentiel dans l'établissement du consensus. D'accord ? Parce que ça a été la première conséquence attendue du scénario du Big Bang, clairement identifiée dans la nature. Et puis ensuite, une fois que le fond diffus cosmologique est libéré, l'univers continue de s'étendre, mais ensuite la gravité va agréger de la matière pour former des étoiles, ensuite pour former des galaxies, et ensuite pour former des amas de galaxies. Et là, c'est la prédiction numéro 3. Alors, il y en a plus que ça, mais je vous en montre que 3. Formation hiérarchique des structures, c'est-à-dire formation progressive, temporelle des structures. Alors, là, je vous ai montré 6 prédictions. Je vais juste parler des 3 premières. Je vous ai parlé du fond diffus cosmologique, de l'abondance des atomes légers, de la formation des structures. Et à chaque fois, non seulement c'est observé, d'accord, mais il y a un accord quantitatif avec la théorie qui prédit tout ça. Et puis, je vous dis, vous avez la numéro 4, numéro 5, numéro 6. C'est devenu un sport national d'essayer de trouver une autre conséquence attendue du Big Bang. Enfin, plutôt un sport international. Donc, voilà, ça, c'est la raison pour laquelle le consensus s'est établi en faveur du Big Bang. Alors, pendant toutes ces années, est-ce qu'il y a eu des alternatives crédibles à certains éléments du scénario du Big Bang, à l'histoire que je viens de vous montrer? Eh bien, en fait, pas vraiment. Donc, la relativité générale est-elle fiable quand on s'attend à ce qu'elle le soit? Je ne parle pas de cette période tellement dense il y a très longtemps qu'on sait qu'elle n'est pas fiable. Mais on s'est demandé, est-ce que la relativité générale est fiable? L'expansion, le décalage vers le rouge, l'effet Doppler qu'on observe quand on regarde une étoile très très lointaine, est-ce que ça veut vraiment dire qu'elle bouge et qu'elle s'éloigne de nous? Ça, c'est la mesure que les gendarmes utilisent pour mesurer la vitesse de votre voiture et vous envoyer une amende. Le fond diffus cosmologique, est-ce qu'il pourrait avoir une autre origine? Et puis finalement, le consensus est arrivé. Donc je vais brièvement passer sur ces 3 points. Test de la relativité générale. L'une des chances d'Einstein, et que les physiciens de maintenant non plus, c'est que dès qu'il a publié sa théorie en 1915, on savait déjà depuis à peu près un siècle que l'orbite de Mercure ne collait pas avec la théorie de Newton. Donc selon Newton, vous voyez, vous avez le Soleil, et puis vous avez une orbite là, j'ai complètement exagéré l'élongation de l'orbite. Mais selon Newton, l'orbite, ça devrait être une ellipse qui se ferme très très bien. Et puis vous voyez que l'ellipse, elle tourne un tout petit peu. Et dès 1915, quand il a publié sa théorie, l'une des premières applications qu'Einstein a faites, c'était voir s'il arrivait à calculer ce truc-là. Et puis il l'a tout à fait calculé. Et puis là où Einstein est devenu une star, c'était en 1919. Pourquoi? Parce que selon la relativité générale, une étoile doit dévier
la lumière, le soleil, pardon. Une étoile doit, si ça c'est une étoile, elle doit dévier les rayons lumineux qui passent à côté. Le soleil, c'est une étoile. Donc, imaginons que j'observe une étoile, et puis qu'il n'y a pas le soleil sur ma ligne de visée, moi, je vais la voir où elle est. D'accord ? Maintenant, si jamais le soleil est entre moi et l'étoile, vous voyez, je vais quand même voir l'étoile, parce que la lumière est courbée. C'est un mirage gravitationnel. Mais je vais croire que l'étoile est là-bas, la position apparente. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un mirage. Et en 1919, Arthur Eddington a pu mesurer ça. Einstein est devenu une star du jour au lendemain. Là, vous avez la couverture du New York Times de novembre 1919. Et vous voyez, les journalistes déjà avaient le goût des titres un peu tapageurs. Les étoiles ne sont pas là où elles semblent être. D'accord ? Donc ça, c'est deux tests très précoces, je dirais, de la théorie d'Einstein. Et puis, il y en a eu beaucoup d'autres. Alors ça, c'est l'un des tests assez spectaculaires. Ça, vous avez un objet céleste double qu'on appelle un pulsar binaire. Le premier a été découvert en 1975 et il a valu un prix Nobel à ses découvreurs. Donc, c'est deux étoiles très denses qui tournent l'une autour de l'autre, comme ça. D'accord ? Maintenant, des systèmes comme ça, on en connaît une centaine. Et on peut mesurer assez précisément la période de rotation, le temps qu'ils mettent à tourner l'un autour de l'autre. D'accord ? Et voici les résultats. Selon Newton, cette période de rotation, elle ne doit pas changer. Là, vous avez 40 ans de mesure. Les points, c'est les observations, et vous voyez bien qu'en 40 ans, on a perdu à peu près 1 minute. Et la courbe noire en dessous, c'est la théorie d'Einstein. Donc vous voyez, là, on a un accord quand même assez impressionnant sur 40 ans, avec une déviation évidente de la gravité newtonienne. Vous avez aussi les ondes gravitationnelles, donc, qui ont été découvertes 100 ans après leur prédiction. Donc ça, c'est un peu l'espace-temps lui-même comme un flanc qui vibre. D'accord ? Donc elles ont été découvertes il y a quelques années. Juste pour finir, hein, le GPS, peut-être que vous l'ignoriez, mais le GPS inclut des calculs de relativité générale. Sinon, il aurait 10 km de précision. Enfin, il dériverait de 10 km par jour. Donc vous voyez là, à gauche, vous avez ce que me montre mon GPS quand je sors de chez moi à Madrid. Il me dit, tu es dans telle rue. D'accord ? À droite, imaginez que vous soyez à Lille et que le GPS n'ait que 10 km de précision, il vous dirait, vous êtes ici. Donc c'est bien, vous savez dans quel pays vous êtes, vous savez près de quelle ville vous êtes, mais c'est tout. Donc il y a beaucoup d'autres tests qui ont été faits, dans des domaines, je répète, où on s'attend tout à fait à ce que la relativité générale soit fiable, et pour le moment, elle n'a jamais été mise en défaut. Et puis, dernier test, alors je regrette beaucoup de ne pas pouvoir entrer dans les détails, ça vaudrait une autre conférence de 1 heure. Le 10 avril 2019, on a publié pour la première fois la photo de l'ombre d'un trou noir. Donc ce serait assez long d'expliquer ce que c'est que l'ombre d'un trou noir, vous pouvez le chercher sur Wikipédia, c'est très bien expliqué. Mais la photo que vous avez là est une photo où les effets de la relativité générale sont évidents. D'accord ? Donc voilà, alors maintenant je parle l'expansion. Comme je vous ai dit, la technique de base pour décider que telle étoile s'éloigne de moi à telle vitesse, c'est quelque chose comme l'effet Doppler, qui est similaire au radar des gendarmes. Alors, les gens se sont creusés la tête pour dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres explications possibles. L'explication alternative, je dirais, qui a été le plus en vogue, c'était la lumière fatiguée. C'était que la lumière de l'étoile en venant vers moi, elle a changé de fréquence parce qu'elle a perdu de l'énergie en se frottant contre les quelques atomes qu'il y a dans l'espace. Et alors, quand vous faites une hypothèse comme ça, vous devez vous dire, si ça c'est vrai, donc je m'attends à observer aussi telle ou telle conséquence. D'accord ? Et le problème, c'est que les conséquences en question, on ne les a jamais observées. Donc par exemple, si jamais la lumière fatiguée c'était correct, toutes les fréquences ne devraient pas changer de la même manière. Donc je sais que c'est un petit peu technique, désolé. Là, ce qu'on observe, c'est que toutes les fréquences changent de la même manière, changent en bloc, comme ça. Alors que la lumière fatiguée ferait changer une fréquence par là, mais l'autre plus ou l'autre moins, d'accord ? Aussi, les images seraient d'autant plus floues qu'elles sont lointaines. Et ce n'est pas ce qu'on observe. Et puis il y a aussi d'autres tests, il y a beaucoup de tests qui ont été faits, à savoir, il y a beaucoup de gens qui ont pris ça très au sérieux et qui se sont dit, bon, voyons si c'est du lard ou du cochon. Et ça ne tient pas la route. Mais quand même, on a tout à fait essayé. Le fond diffus cosmologique, pour finir,
Donc ce qui a fait pencher la balance en faveur du Big Bang dès les années 60, des gens aussi se sont demandé, est-ce que cette observation qui est indéniable, ça ne peut pas venir d'autre chose? Donc par exemple, est-ce que ça ne peut pas venir de plusieurs sources dans l'espace qui, superposées les unes aux autres, donneraient mon fond diffus cosmologique? Et l'une des nombreuses raisons pour lesquelles on a abandonné ça, également, c'est parce qu'il n'y a aucune chance que des sources séparées les unes des autres, qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas synchrones, donnent une courbe aussi lisse, donnent une courbe exactement comme ça. Ah, d'accord? Ça ne pourrait pas marcher. Et il y a d'autres raisons aussi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la balance a penché en faveur du Big Bang, et beaucoup de raisons, qui sont un peu concomitantes, pour lesquelles les alternatives ont été abandonnées. Alors, quel est le consensus aujourd'hui? Bon, pour commencer, le consensus, c'est jamais exactement de 100%, d'accord? Il y a toujours une ou deux personnes pour penser autrement. Ceci dit, là, vous avez le témoignage donc, de Neil Turok, qui a été prof à Cambridge, à Princeton, maintenant il est au Canada, au Perimeter Institute, qui vous dira presque personne parmi les cosmologistes ne pense que c'est faux. Autre référence dans la matière, donc quelqu'un qui s'appelle Bert Overut, qui est en Pennsylvanie, qui vous dirait, je dirais que les consensus est de 100% vraiment des preuves évidentes, pues toutes les prédictions sont vraies. D'accord? Pour ma part, depuis 2012, en tant que professeur invité, j'ai passé plus d'1 an au département d'astrophysique de Harvard, et j'ai jamais entendu autre chose. Et de nouveau, pas parce que c'est censuré, etc., parce que ça a été éprouvé par des milliers d'études, et on est arrivé à cette conclusion pour les raisons, entre autres, que je viens de vous citer. Et pour terminer, voilà, et le débat science et foi dans tout ça. D'accord? Alors pour commencer, je ne veux pas ignorer qu'il est possible que vos attentes apologétiques soient déçues. Et bon, donc on fait quoi? Alors, attentes apologétiques déçues, pourquoi? Récapitulons un petit peu. Au VIe siècle, vis-à-vis des sources du Nil, on en était, est-ce que c'est dans les montagnes de l'Atlas, est-ce que c'est les montagnes de la Lune, est-ce que c'est en Inde? Et puis, 19e siècle, on arrive à lac Victoria. D'accord? Maintenant, en 1930, on se demande, l'univers, il est statique ou dynamique? Et à partir de 1964, plus ou moins, et de plus en plus, on va dire, ouais, il est dynamique, il est en expansion. Maintenant, la question que beaucoup se posent, c'est l'univers, il a eu un commencement ou pas? Et la réponse qu'on a pour le moment, pour les raisons que je vous ai exposées, c'est aucune idée. D'accord? Alors je sais que certains apologètes aimeraient que la cosmologie moderne ait démontré ça. La distance entre deux points qui diminue, qui arrive à zéro, et puis là, un vrai commencement ex nihilo. D'accord? Mais comme je vous ai expliqué, quand on s'approche, quand on passe le film à l'envers, on arrive à un moment où la densité est tellement importante que la relativité générale on ne peut plus lui faire confiance. Et à partir de là, il faut avoir recours à des théories qui sont tout à fait sur la table. Hein. Peut-être que vous avez entendu parler de théorie des cordes, théorie quantique à boucle, ce genre de choses-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune de ces théories n'a jamais été testée, ni expérimentalement, ni par l'observation. Et pourquoi? Parce que c'est très très dur à tester. Ça, pour être testé, ça exige des circonstances tellement extrêmes que pour le moment, on n'arrive pas à les trouver. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que la cosmologie a montré ça, parce que quand sur la courbe rouge, vous allez vers la gauche, arrive un moment à partir de laquelle vous ne savez pas ce qui se passe. Et alors, si la courbe à gauche, là, qui est rêvée par certains apologètes, est tout à fait envisagée, et bien toutes les autres aussi. Et avec, je dirais, autant de pertinence, de nouveau parce qu'aucune de ces théories n'a été plus prouvée que les autres. Donc, vous voyez, vous avez un rebond, ou alors vous avez des cycles, ou alors vous avez en bas à gauche un univers qui hiberne pendant très longtemps, peut-être depuis l'éternité, et tout d'un coup se met à gonfler. Et puis en bas à droite, vous avez un truc encore plus compliqué, avec des univers qui sortent de l'univers, etc., etc. Mais de nouveau, tout ça est actuellement sur la table, parmi les cosmologistes, de nouveau parce que les théories qui sont sous-jacentes ne peuvent pas être testées, soit par l'expérience, soit par l'observation. Et c'est là où je vous rappelle l'importance de l'orbite de Mercure ou de l'observation de Eddington,
pour tester la relativité générale d'Einstein, dès le début, quasiment, il y avait déjà des observations qui attendaient. Elle était prête au test, je dirais. Maintenant, on est à un stade de la physique où les théories qui nous permettraient de choisir entre toutes ces options ne sont pas encore testées. Donc évidemment, la Terre, le système solaire, la Voie lactée ont eu un commencement. D'accord ? On sait qu'il y a très longtemps, il y a eu une soupe de quarks. Dans une soupe de quarks, il n'y a rien de tout ça. L'univers dans son ensemble, c'est là où on ne sait pas. Et donc, du point de vue apologétique, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, permettez-moi d'être un peu direct. Mais dans le domaine, je crois qu'une excellente apologétique, c'est éviter de dire trop de bêtises. C'est-à-dire ne pas forcer les choses, en disant « je veux absolument mon commencement », pour finalement des raisons apologétiques, ou alors, on va voir, anti-apologétique. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent leur commencement. Vous voyez, si on repart au parallèle avec les sources du Nil, on est à peu près au VIe siècle. D'accord ? Il y a beaucoup d'hypothèses concurrentes. Et c'est très tentant de forcer le consensus. Alors certains, comme Lawrence Krauss ou Stephen Hawking, forcent le consensus, je dirais, contre Dieu. Alors à chaque fois, de nouveau, se fondant sur des théories qui n'ont pas été mises à l'épreuve, mais ayant l'impression que si la cosmologie explique tout depuis le début, donc c'est que Dieu est inutile. D'accord ? Et on sait tous, et ça se trouve même dans la Bible, que ce n'est pas parce que quelque chose a une explication naturaliste que Dieu n'existe pas. Jésus disait que Dieu nourrit les oiseaux. D'accord ? La nourriture d'un oiseau, il n'y a qu'à demander au ver de terre. Ce n'est pas du tout quelque chose de supernaturel. Mais certains apologètes, comme Hugh Ross ou William Lane Craig, de nouveau forcent le consensus pour Dieu. Et vous avez peut-être entendu parler de l'argument Kalam. L'une des versions, la version la plus en vogue de cet argument, c'est que l'univers a eu un commencement, ça a été démontré, et donc il faut qu'il y ait quelque chose en dehors du temps qui ait causé ce commencement. Le problème, c'est que, comme je vous explique, la cosmologie moderne n'a pas encore montré que l'univers a eu un commencement. Donc incidemment, c'est très très intéressant de voir comment le consensus peut être forcé dans le même sens pour des, je dirais, désirs idéologiques opposés. Alors, je voudrais compléter cette partie sur l'apologétique par cet avertissement du fond des siècles, qui est très très actuel. Alors, je vais le lire, parce que c'est quand même assez frappant. Le ciel, la terre et les autres éléments sont l'objet de connaissances précises qu'on peut acquérir sans être chrétien par le raisonnement ou l'expérience. Or, rien ne serait plus honteux, plus déplorable et plus dangereux que la situation d'un chrétien qui, traitant de ces matières devant les infidèles, comme s'il leur exposait les vérités chrétiennes, débiterait tant d'absurdités qu'en le voyant avancer des erreurs grosses comme des montagnes, il pourrait à peine s'empêcher de rire. Vous voyez que j'ai parlé de bêtises, lui, il est encore plus direct. Comment, en effet, après avoir vu un chrétien se tromper sur des vérités qui leur sont familières, ces infidèles pourraient-ils embrasser les dogmes de la résurrection des corps, de la vie éternelle, du royaume des cieux, quand ils s'imaginent y découvrir des erreurs sur des vérités démontrées par le raisonnement et l'expérience? Et alors la surprise, c'est qui a écrit ça? C'est Augustin, il y a 16 siècles. Et hélas, je trouve que c'est toujours tout à fait d'actualité. Donc voilà, j'ai terminé. Donc concluons, et je vais résumer un petit peu tout ce que j'ai dit. Le Big Bang, c'est un état dense et chaud par lequel est passé l'univers il y a environ 14 milliards d'années. Pour les intimes, ce 14 milliards d'années, c'est l'inverse de la constante de Hubble. Si vous calculez ça, vous allez trouver un temps qui est celui-là. On ne sait pas ce qui s'est passé avant cet état dense et chaud, parce qu'on ne connaît pas les lois de la physique qui avaient lieu avant. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'on ne les connaît pas. D'accord ? Un petit peu comme s'il y a un siècle, on ne connaissait pas encore la mécanique quantique. Donc il y a un siècle, par exemple, l'existence des atomes était un mystère. On ne savait pas comment ça pouvait tenir ensemble. Parce que selon la physique du 19e siècle, les atomes ne devraient pas exister. Donc de nouveau, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de lois, c'est qu'on ne les connaissait pas. Ici, c'est pareil. On ne connaît pas encore les lois, et on n'en a encore testé aucune, il y a beaucoup de candidats, qui régissent le monde physique avant cet état dense et chaud. Il y a un consensus quasi universel chez les cosmologistes et les physiciens un peu branchés là-dessus. Maintenant, il y a tout à fait beaucoup de questions qui demeurent.
on a du mal, par exemple, à comprendre l'univers primordial que l'on découvre. Donc évidemment, est-ce qu'il y a eu un instant zéro ou pas? Ça, on n'en sait pas encore. Vous avez peut-être entendu parler d'une chose étrange, c'est que l'univers initial, a priori, il n'y a que de la matière dedans, il n'y a pas d'antimatière. Il y a ces histoires d'énergie noire, de matière noire, d'horizon, etc. Donc, il y a tout à fait beaucoup de questions qui se posent. Mais ceci dit, les grandes lignes de ce que je vous ai montré, jusqu'à cet état d'avancée chaud, jusqu'à l'époque, on va dire quark, sont très très étayées par l'observation. Et puis pour conclure, au sujet du débat science et foi, je pense qu'il est important de ne pas forcer les choses au risque de tomber dans une apologétique douteuse. Et il me semble que dans le domaine, l'humilité et la compétence constituent finalement une très très bonne apologétique. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie de votre attention.